Alors on change complètement. Euh, je ne parle pas à la première personne. En m'appropriant votre grille de lecture spinoziste, ou du moins ce que j'en ai compris, à savoir que la multitude exerce une puissance sur elle-même, qui se cristallise dans l'institution et est captée et utilisée par la suite par des corps, entre parenthèses sociaux ou humains, Impeccable. pour parvenir à leur C'est vrai fin, bien. entre parenthèses je résume. Bah oui, mais bien. J'en suis venu à m'intéresser à la monnaie comme institution, au sens de ce cadre théorique, car c'est l'une des institutions les plus fondamentales des sociétés humaines. Sur le sujet de l'euro, je ne vois pas un corps social, mais bien 19. Et je n'arrivais pas à faire rentrer une institution commune à 19 corps sociaux séparés dans le cadre théorique de la potentiale multitudinis. Si vous avez une explication, ne vous gênez pas. Mon intuition était que ce que l'on appelle l'euro n'existe pas vraiment. On parlait de la pilule rouge. Qu'il s'agit fondamentalement de 19 monnaies s'échangeant à 1 pour 1 dans un système de coordination avec à sa tête la BCE. Pour ça, il existe plusieurs indices. Premier indice, les banques privées ont toujours leur compte de réserve au sein de leur seule banque centrale nationale. Deuxième indice, la seule chose logée au sein de la BCE sont les comptes Targets 2 des BCN. Troisième indice, les bons du trésor de chaque pays, achetés au travers du programme OMT, sont achetés et détenus par chaque BCN. Toutes ces petites choses et quelques autres semblent pointer le fait que les BCN ont gardé tout leur pouvoir de création monétaire et confirment mon intuition. Ma question pour vous est donc, si l'on admet que l'euro n'est qu'un système de coordination technocratique, est-ce que la mesure prioritaire d'un gouvernement de la vraie gauche, en prévision du point L à venir, ne serait pas de prendre le contrôle plein et entier de la Banque de France et d'avoir quelques personnes capables de le faire techniquement? Et surtout, la sortie de l'euro ne serait peut-être, dans ce cas-là, plus une absolue nécessité. Alors, prémisse impeccable. Conclusion 1, non. Conclusion 2, oui. Ou l'inverse. Conclusion 1, oui. Conclusion 2, non. Alors, les prémices. Bon, je veux dire, c'est une question vraiment remarquablement articulée. Hein. Ça fait vraiment très, très plaisir. Sur le sujet de l'euro, je ne vois pas un corps social, mais bien 19. Pareil. Pareil. Bon. C'est bien le problème, d'ailleurs. Il y a 5-6 ans, dans un livre sur la construction européenne, il y avait un excursus au milieu dont le titre était « Un peuple européen est-il possible ?» Point d'interrogation. Pour l'heure, en effet, il n'y en a pas. Alors là, j'en suis intimement persuadé. Ce qui ne veut pas dire que la réponse à la question est non nécessairement. Hein. Mais le drame actuel, si vous voulez, c'est que la constitution du peuple européen, plus exactement la pensée de la constitution d'un peuple européen, est laissée à deux sortes de dingues. Il y a les dingues de la monnaie qui pensent on fait la monnaie et alors le peuple arrive derrière, merci. Et il y a ce que j'appellerais les dingues de la morale ou du moralisme, c'est-à-dire qui voient bien que ça ne se passe pas, la monnaie ne suffit pas à faire un peuple européen et qui prêchent, qui disent mais, italien, allemand, français, machin, mais aimez-vous les uns les autres, merde, et faites un peuple. Bon. Alors évidemment, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et là, c'est si vous voulez, c'est cette irrémédiable indigence intellectuelle de cette position qu'on peut appeler le moralisme en politique. Je me souviens, c'est dans un entretien il y a quelque temps autour de son livre sur la bêtise, Bégodeau parlait de ça, de cet art du moralisme qui est vraiment impropre d'une certaine bourgeoisie de gauche. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut donner le concept. Vous voyez, il faut donner le concept. Qu'est-ce que c'est que le moralisme politique? Comme le moralisme en général. Le moralisme politique consiste en les pures positions de principe, les positions de principe pures. Je veux dire, des positions de principe qui sont systématiquement coupées de toute analyse de leurs conditions d'effectuation concrète. Alors donc, vous pouvez affirmer des principes, hein, ça ne coûte pas cher. Ah oui, ça permet même de prendre des postures avantageuses. C'est surtout ça, hein. Le bénéfice principal du moralisme en politique, c'est soyez européens, soyez pas dans le repli national, bon sang, enfin, etc., etc. Alors, malheureusement, c'est ne pas penser les conditions de possibilité, ne pas penser les conditions d'effectuation concrète, ça voue à cette espèce de sautillement grotesque et pénible, il faut le dire, des moralistes qui, comme vous le savez, tiennent le haut du pavé dans le débat politique et médiatique. Or, si on se penche sur la réalité des processus historiques de constitution des corps politiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses qui ne sont pas jolies, n'est-ce pas?
Parce que oui, les corps politiques, ça se constitue. L'histoire n'arrête pas de nous montrer ça. Spinoza écrit dans le traité théologico-politique, la nature ne crée pas de nation. C'est vrai, la nature ne crée pas de nation. C'est des créations historiques, c'est des compositions passionnelles collectives qui produisent des nations, n'est-ce pas? Puis des fois qui les défont aussi, hein, il y a ça, hein, ça existe. Bon, quels sont les processus de constitution des corps politiques dont l'histoire nous a donné quelques illustrations? C'est-à-dire les processus de constitution d'un certain homogène à partir de l'hétérogène, n'est-ce pas? D'une certaine unité à partir du divers. Bon. Mais regardez dans le cas de la France, on sait bien comment ça s'est produit, l'unification des provinces françaises en un État-nation. Ça n'a pas été, ça n'a pas été un dîner de gala, hein, comme dirait le président Mao. La Constitution, je veux dire, cette homogénéisation s'est faite par des moyens d'une brutalité inouïe, par réduction à la poigne de fer de la diversité fiscale, linguistique, métrologique, monétaire, juridique, coutumière, etc. Je veux dire, on a tout passé à l'abrasion. Alors évidemment, on a oublié cette histoire. Et donc, le modus operandi a disparu des esprits, il ne reste que l'opus operatum. Et alors là, avec l'oubli, on peut se gargariser. Le bel État, le bel État-nation, etc. Bah oui, mais les Bretons du XVIIIe et du XIXe siècle, les Vendéens, les Savoyards, ils s'en souviennent encore. Hein. Bon, et le processus de l'unification allemande, de l'unification italienne, c'est pareil. Donc je demande, l'Union européenne est-elle prête à recourir à des moyens de cette sorte pour produire son peuple? Non, me semble-t-il. Alors sinon lesquels? Qu'on nous les indique. Moi je demande à voir. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, encore une fois, puisque précisément, tous ces exemples dont je vous parle ont produit des États-nations d'échelle supérieure à partir de choses qui peuvent s'assimiler conceptuellement à des États-nations de rang inférieur. Donc la production de peuples, c'est possible, on le sait notoirement. Mais je demande qu'on pense un processus politique. Et évidemment, c'est la chose que les moralistes sont le moins capables de faire. Bon, voilà. Et dans l'intervalle, nous restons donc avec 19 peuples européens et une seule monnaie. Et c'est là que je commence à être plus d'accord avec mon interlocuteur qui me dit « Mais non, en fait, on n'a pas une monnaie, on a 19 monnaies qui s'échangent à un taux de change 1 pour 1, etc. » Alors non, quand même, c'est bel et bien une seule monnaie. Là, le juge de paix, si vous voulez, c'est l'acceptabilité. C'est le cours légal. Ça marche. L'euro est reconnu dans tout le territoire où il a cours légal. Et ça, c'est la preuve du mouvement en marchant. Simplement, cette preuve est constamment fragilisée par le défaut de communauté politique, par le fait qu'en réalité, une monnaie n'est réellement stabilisée que si elle est adossée à des institutions, lesquelles institutions ne peuvent être que l'émanation d'une communauté politique constituée, et qu'à défaut de cette communauté politique constituée, en effet, l'euro, la monnaie européenne, qui existe bel et bien, n'en est pas moins fragile. Comme l'a prouvé l'épisode grec. L'épisode grec, c'était ça. L'épisode grec, c'est les conditions de légitimité qui font l'acceptation de la monnaie européenne étaient détériorées jusqu'au point où elles ont failli être complètement détruites dans la composante grecque de l'Union. Voilà. Donc, est-ce que les banques centrales nationales ne pourraient pas reprendre en main la création monétaire sur une base souveraine? La réponse est évidemment oui, ça peut être fait, mais instantanément. Est-ce que dans ces conditions, la sortie de l'euro ne serait peut-être plus une nécessité absolue? La réponse est non, mais logiquement, enfin, je veux dire analytiquement. Réarmer la Banque centrale nationale, c'est-à-dire l'affranchir du système européen de banque centrale, donc de la tutelle de la Banque centrale européenne, c'est de fait une sortie de l'euro. Je veux dire, la Grèce en a fait 1000 fois moins. Et vous avez vu ce qu'elle a mérité. Bon, alors là-dessus, en effet, alors je suis content que ce questionneur rappelle le point L, puisque le point L, c'est le point dont nous avons parlé au début, hein, n'est-ce pas? C'est L comme Lénine. Vous voyez, c'est le moment où ça commence à prendre un tour un peu bizarre. Mais à la fin des fins, il reste cette chose dont je ne vois pas comment on peut y échapper, qu'il n'est pas une politique progressiste qui ne puisse se donner carrière en demeurant dans le cadre de l'euro. Pas une. Je veux dire,
tous ces articles, chacun de ces articles se prendra le mur. Voilà, donc il faut réfléchir à ça aussi. Ça fait peut-être un peu partie du point L également.